S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello légende, bienvenue pour notre 68e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On continue notre hommage suite aux 30 ans du sacre de l'équipe de France de Coupe Davis à Lyon en 91 face aux Américains avec le préparateur physique de l'époque, un monument dans le paysage et le palmarès de l'athlétisme français, Jean-Claude Perrin. Je me suis littéralement fait découper par Jean-Claude suite à mon intro qu'il juge trop longue, mais je l'ai laissé tel quel, histoire de vous montrer sa réaction. Voilà, c'est cadeau. Notre invité est en deuxième position sur la photo mythique de la chenille lancée par Yannick Noah sur le court juste après le titre à Gerland. Et pour l'anecdote, c'est le coach français Sam Sumik, qui a accompagné Azarenka et Muguruza à la première place mondiale, qui nous a mis en contact. Il est allé à la rencontre de Jean-Claude pour se former à ses côtés et accéder un peu plus à la très haute performance. Vous allez découvrir dans cet épisode la passion du sport, de la jeunesse et de l'excellence qui habite cet homme, et la manière dont il a intégré l'élite du tennis français entre les années 90 et 2000. Jean-Claude nous raconte à sa manière qui est Yannick Noah, comment ils se sont approchés, ce qu'ils ont bossé ensemble et comment ils ont préparé cette fameuse finale de 91 en vase clos pendant un mois à Montreux en Suisse. Il nous confie comment Henri Lecomte s'est transcendé, ce qu'il a vécu sur le bord du court avec les Bleus et nous révèle les atouts physiques des joueurs et joueuses qui sont passés au bout de son sifflet quand il a quitté la fédé d'athlé pour celle de tennis. Avant de laisser place à l'épisode avec Jean-Claude Perrin, on reste dans le thème pour notre 7e masterclass dédiée à la préparation physique. C'est la seconde qu'on enregistre avec Ralph Bogossian qui entraîne entre autres physiquement Ben Bonzi, actuel top 100. Ce nouveau cours d'une heure est dédié à l'endurance spécifique au tennis pour une plus grande résistance sur le court. Cette masterclass va te permettre de récupérer plus vite entre les points, les jeux, les sets et d'optimiser l'enchaînement entre tes matchs. Ce nouveau programme d'entraînement est complémentaire au premier, enregistré avec Ralph sur l'œil et la vision du jeu, puisqu'une meilleure endurance va te permettre de mieux récupérer pour voir la balle plus tôt et devenir indébordable, comme ce genre de footeux qui couvre le terrain mieux que personne. À la différence près que l'entraînement mis en place avec Ralph allie endurance et renforcement du haut du corps pour de l'ultra spécifique au tennis. Ça va te donner la chance d'être plus lucide sur tes fins de match et de te remettre plus vite musculairement. Ralph nous montre 28 exercices différents à faire sur ou en dehors du terrain. T'as plus qu'à suivre ce nouveau cours pour exploser tes capacités d'endurance et développer un troisième poumon. T'as le lien juste en dessous en description de l'épisode pour découvrir la présentation de cette masterclass et sa bande-annonce. Ce cours est filmé sur un terrain de tennis dans le club de Ralph. Tu peux le suivre au format vidéo, audio et même écrit puisque j'ai synthétisé pour toi tous les exercices et les points importants sur un fichier à part. Voilà, ça me fait plaisir. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description, recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux recevoir une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 7e et les 6 autres sont listés juste en dessous, donc dans la page en description. Tu peux les commander en bas de cette page ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Place maintenant à la première partie de notre 68e épisode avec une figure emblématique de l'athlétisme et du tennis français, l'entraîneur Jean-Claude Perrin. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Perrin, Maxime Zamora. Bon. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, oui. Bon, génial. Vous avez un petit peu de temps devant vous, du coup ? Tout mon temps, comme je te l'ai dit. Oh, bah ça, c'est merveilleux. Alors... Quand tu veux. Allez. Alors, Jean-Claude Perrin, vous êtes né le 4 mai 1936 à Choigne, en Haute-Marne. Vous êtes connu pour avoir été entraîneur d'athlétisme et plus précisément de saut à la perche, au palmarès assez incroyable, 260 titres en France et 52 records nationaux, 10 titres européens et 20 records mondiaux, 8 finales olympiques, une médaille d'argent et une en or, mais pas que. Après une carrière militaire où vous occupez un poste d'officier pilote dans l'armée, vous rejoignez donc le monde de l'athlétisme. Vous effectuez une formation à l'INSEP avant de rejoindre le Racing Club de France, où vous vous spécialisez dans le saut à la perche. Le sommet de votre carrière se situe aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 84, où vos deux athlètes montent sur le podium, Pierre Quinon qui remporte le titre olympique et Thierry Vigneron la médaille de bronze. Vous êtes un vrai touche-à-tout du sport.
Vous étiez donc préparateur physique également du Paris Saint-Germain et remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 96 avec un certain Yannick Noah, appelé par Michel Denisot, président de l'époque, en renfort pour souder ses troupes. Vous apportez par la suite vos conseils dans le tennis. Vous retrouvez Noah, alors capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, qui vous confie la préparation physique des équipes masculines et féminines. Avec vous, la France remporte la Coupe Davis 91 à Lyon, face aux Américains. Vous dites dans une interview pour Paris Maville que Noah a un coup de patte supérieur et que si vous l'aviez eu plus tôt comme exemple, vous auriez gagné plusieurs finales olympiques à la perche. Ce qu'il vous a appris, c'est ce qu'il vous manquait. Il sait être très dur et plus souple à d'autres moments. Vos deux grandes théories étaient écrites dans vos salles d'entraînement, à savoir pour vaincre, morale de vainqueur et pas de médaille sans souffrance. Vous dites n'avoir jamais trop compris pourquoi Noah était venu vous chercher, parce que sur le marché, il y avait des gens beaucoup plus compétents que vous, sachant que vous n'aviez jamais joué au tennis. Vous deviendrez également le préparateur physique de Guy Forget, Amélie Mauresmo, Marie Pierce et Julie Allard de Cugis. Vous dites sur le site athlé.fr avoir emmené de l'athlétisme dans les séances physiques d'Amélie Mauresmo et autres joueurs et joueuses de tennis et que de toute façon, l'athlétisme, c'était tout ce que vous aviez su faire dans votre vie. Vous avez également remporté avec le PSG la Coupe de France et la Coupe de la Ligue en 98. Vous avez entraîné les joueurs suivants, Rai, Marco Simone, Paul Le Guen et Youri Djorkaeff. Vous avez coécrit le livre intitulé Tennis, la préparation physique, paru en 2001. Depuis près de 40 ans, vous êtes le consultant athlétisme d'Europe 1. Que peut-on ajouter, Jean-Claude Perrin? Maxime, je peux intervenir? Ah ben, c'est votre tour, c'est maintenant ou jamais. Je pense que c'est trop long. Ah, pourquoi donc? Je pense que ta présentation est trop longue. Ah, alors dites-moi pourquoi. Si je puis me permettre. Oui. Né à Schwein, très bien. Ouais. Je fais pas un complément de formation ni rien du tout à l'INSEP. D'accord. J'y suis comme élève prof, où je sors professeur d'éducation physique. Voilà. Ok. Et je sors exactement maître d'éducation physique. D'accord. Voilà. Et parallèlement à ça, j'entre au racing. Bon. Ensuite, sur le palmarès, c'est vraiment redondant, quand certains le font, de donner, dire que mes athlètes ont battu des records du monde et ont été sur les podiums olympiques et les championnats du monde. Ok, très bien. Ouais. Mais en une minute, ça suffit. Okay. Ensuite, tu t'es trompé dans l'ordre. Ah. Derrière la phase d'athlétisme et de saut à la perche, oui. J'ai commencé à faire des séances de préparation avec Yannick en revenant de Séoul, c'est 88, oui. D'accord. Et j'allais assez souvent, j'allais à Nainville et lui venait, quand il en avait la possibilité, à Colombes, dans la salle. Ouais. Voilà, au contact des athlètes. Et c'est là où il m'a choisi avec Agel Power pour assurer la préparation physique de la Coupe Davis en 91. Ok. Que nous avons gagné à Lyon. Et c'est là où je dis que c'est pas que je comprends pas, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais je sais que sur le marché, il y avait d'autres jeunes gens aussi compétents, et son choix s'est porté sur moi, et je l'en remercie, lui et les joueurs. Ensuite, dans le prolongement, j'ai fait 3 saisons au PSG, ouais.
avec la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, on a gagné la Coupe d'Europe et également des Coupes de France et des Coupes de la Ligue. Voilà. Très bien. Voilà. Ok. Et ça me paraît plus simple Ouais. que de citer les champions. En plus, je sais pas qui est-ce qui avait fait cette enquête. Moi, j'ai jamais critiqué les gens qui ont fait des enquêtes sur moi, mais je préfère citer moi-même mes sources. Voilà. Ok, je comprends tout à fait. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, tel que je viens de l'exprimer, ça me paraît bien. Et mais ça me paraît déjà très long et très flatteur. Voilà. Et vous avez quand même entraîné les joueurs que j'ai cités, Marco Simone, Paul Le Guen, Djorkaeff, Ferraille. Ouais, Bernard Lama. Ok. Ouais, Bernard Lama, Leonardo. Ok. Ouais, Le Guen, Fournier, Guérin, Niçois, là, tous ces jeunes gens qui sont commentateurs maintenant de télévision. Ouais, voilà, c'est très complet, ouais. Ok, très bien. Alors, sur votre parcours, on pourra en parler des jours et des jours, mais comment est-ce que vous êtes devenu finalement, à votre époque, ce qu'on pourrait très certainement appeler le numéro 1 des entraîneurs d'athlétisme? Premièrement, j'étais pas l'entraîneur numéro 1. Hein. J'ai été celui parmi mes collègues comme Maurice Souvion, comme Jacques Piacenza, mais et surtout avec les maîtres que j'ai eus comme Maigret, Dudal, Sillon, qui étaient des maîtres entraîneurs, hein, Et moi, je suis resté toute ma vie au racing, Ouais. de 1960 encore à ce jour. Il faut faire attention, et ça on le met en gros dans le texte, la différence qu'il y a entre le meilleur entraîneur et l'entraîneur des meilleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Ce qui n'est pas la même chose. Tout à fait. Et du coup, votre qualité principale dans ce métier, enfin déjà, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'athlétisme et au saut à la perche particulièrement? L'athlétisme me plaisait beaucoup au village, car je suis né dans un petit village. Je faisais de l'athlétisme très tôt. Je me suis occupé d'entraînement physique avec les joueurs de l'équipe de foot qui devaient jouer en 15e division. Et c'était ma préoccupation. Ensuite, à l'INS, quand j'ai été élève, j'ai découvert dans le programme qu'on nous faisait faire le saut à la perche, et on m'a fait venir au racing pour m'occuper des jeunes, mais en polyvalence, c'est-à-dire que les jeudis après-midi, dans ce temps-là, on faisait de la course, du cross, et puis en fin de séance, on faisait un triple saut, un saut à la perche, et j'ai fait ça pendant 5 ans, voilà. D'accord. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mais nous un like cité sur YouTube, 5 étoiles citées sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est un moteur incroyable qui nous permet d'avancer. Tu as aussi accès à la 7e masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e joueur mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton endurance spécifique au tennis et ainsi mieux récupérer entre les points, les jeux et les sets pour, in fine, mieux enchaîner les matchs. Tu vas développer un 3e poumon, mieux lire la balle et être plus lucide sur tes fins de match. Alors découvre la bande-annonce de ce nouveau cours qui est en dessous, c'est le premier lien en description. Quelle était votre qualité principale dans ce métier, selon vous? Avec le recul du temps, j'étais un fanatique quand même. Ouais. La chose la plus importante pour moi, c'était la pédagogie. J'aimais être entouré de
ces jeunes le jeudi après-midi. C'était mon moteur, ma passion. Voilà. Ouais. J'avais aucune qualité particulière. Je n'ai pas été champion, j'ai pas sauté haut, je n'ai jamais fait aucun championnat, je n'ai gagné aucune médaille dans ma vie, en dehors du titre d'être sorti major de ma promotion, Ouais. au concours pour être prof. Non, j'avais une certaine passion pour le sport, pour la jeunesse et un très fort idéal que j'ai toujours pour les jeunes de mon pays. Voilà. Comment est-ce que vous vous êtes formé tout au long de votre carrière? Je me suis formé de deux façons. La première partie, pendant 10 ans, j'avais quand même, nous qui avions été élèves à l'INS, on avait une formation très très solide, très costaud, avec des bases très très solides, des bases pédagogiques, des bases physiques, des bases scientifiques. On était armés pour faire une véritable une profession d'enseignant. On était armés. C'était pas difficile pour nous en même temps de faire kiné. Hein. On avait des bases de physio, d'anat très solides. D'accord. Et puis les athlètes au fil des années m'ont beaucoup apporté et m'ont beaucoup appris. De les voir, de les entraîner, de se creuser la tête pour savoir comment faire passer le geste. J'ai eu très très tôt des contacts avec le monde international. Je me suis informé dans les pays, à droite, à gauche, de ce qui se passait. Donc, ouais, une formation assez simple, comme il y a beaucoup de jeunes qui en ont. Voilà. Ok. Avec l'expérience que vous avez engrangée tout au long de votre carrière, qu'est-ce que vous avez le plus fait évoluer en termes de savoir-faire pur dans votre approche, dans votre manière de former les gens, les athlètes? C'est quel que soit le niveau que l'entraîneur conserve la foi en ses athlètes, bien sûr, une grande motivation qui leur communique, une détermination totale au fil de la progression quand on vise à gagner Roland-Garros, la Coupe du Monde de football, etc., les Jeux Olympiques. Il faut une détermination sans faille. Et c'est au fil des années, c'est ce qui manque le plus aux entraîneurs, parce que la gloire est stricte. La gloire ne renforce pas. La gloire peut vous manger comme un mâle sournois. Et ça, c'est valable. C'est valable pour les athlètes comme pour les entraîneurs. Et vous dites... et même plus pour les entraîneurs. Vous dites accompagner avec enthousiasme, avec le même enthousiasme ces athlètes. Est-ce que ça vous est arrivé justement de pas avoir d'enthousiasme pour un de vos athlètes, de vous dire bah celui-là, tiens, j'ai pas envie de l'accompagner parce que jamais. Non. Tout le monde logeait à la même enseigne. Non, jamais. C'est beau. Le doute là-dessus n'existe pas pour moi. Ouais, c'est la passion, quoi. Maintenant, le nombre de fois où je suis rentré chez moi en étant déçu, en disant mais non, ce travail n'est pas fait pour moi. Je ne sais pas faire. Et puis
les conseils de ma femme, son calme face à cette défaite me remettait sur pied et le lendemain matin, de nouveau, tout ça s'était effacé. Incroyable. Le soutien d'une femme. Ça existe. Les entraîneurs qui, les soirs de défaite, ne sont pas déçus et tout. Il y en a sûrement, mais moi j'ai connu des déceptions terribles. Avant de passer sur le tennis, quel est votre meilleur souvenir en tant qu'entraîneur d'athlétisme? Ah bah évidemment, j'ai connu c'est dur de les classer, hein. J'ai connu de très très beaux succès en championnat, en Coupe d'Europe, aux Jeux Olympiques bien sûr, mais ça s'étale quand même sur 50 ans. Hein. Ouais. Sur 50 ans, le filet des fois ramène des grosses prises, mais des fois la pêche est ingrate. Voilà. Et s'il fallait en garder qu'une? Soyons modestes, la victoire olympique, Yes. les records du monde. Et la plus ingrate? Moscou, les Jeux de Moscou en 80. D'accord. Perdu par ma faute. Parce que qu'est-ce que vous auriez dû faire de différent? J'ai pas su gagner. D'accord. J'avais une équipe formidable, j'ai pas su gagner. Ouais, Il faut être costaud pour savoir perdre. Mais il faut être très très fort pour savoir gagner. On pourrait méditer longtemps sur cette phrase. Oui. L'entraîneur, de temps en temps, est comme le choix du gardien de but. On ne prend pas forcément le meilleur, on prend celui qui fait le moins de fautes. Bien vu. Bien vu, bien vu. Avant de passer totalement sur votre carrière de préparateur physique dans le tennis, quelle vision vous aviez du circuit de professionnel de tennis avant de le côtoyer? Oh, aucune. Aucun intérêt particulier? Pardon? Aucun intérêt particulier? Non, je suivais ça attentivement, comme tous les gens de sport, mais non, je voyais comme les gens qui ouvrent l'équipe, hein, de tournoi en tournoi, je les voyais, je disais tiens, c'est quand même comment ils ont fait pour pas pouvoir faire de résultats de suite ou ils ont des circonstances atténuantes parce que ils ont eu un très mauvais déplacement, leur planification a dû être modifiée et tout. Ouais. Je m'intéressais à tout ça, oui. D'accord. Et donc vous expliquez que le monde même, comme je l'ai connu quand j'étais au centre, du reste, c'est très hermétique même pour les professionnels de sport. Ils se rendent pas compte de ce que ça représente. Là, le gars qui est professionnel au PSG ou à Lyon, à part quelques-uns, ils se rendent pas compte de ce qu'est une année sur un circuit professionnel de tennis ou de golf, hein, qui sont des sports où tout est codifié, calibré, mesuré, et surtout où on est acteur, comme les gens dans les galères. Hein, dans les galères, c'est-à-dire? Ah ouais. Dans les galères où il faut ramer, oui. Vous expliquiez tout à l'heure que c'était Yannick, du coup, qui était venu vous chercher au contact de vos athlètes à Colombes
Mais comment? Pas exactement ça. Ah, non, d'accord. pas exactement ça. C'est c'est Pierre Delorme Ouais. qui a qui a qui a conseillé à Yannick, Pierre Delorme qui était son kiné qui était un type fabuleux, il l'est toujours du reste, et qui était son kiné, mais beaucoup plus que son kiné, et qui lui avait conseillé de faire un essai sur un entraînement différent, un entraînement athlétique. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Ouais. Et il me connaissait, il me voyait travailler à la Croix-Catlan où il était venu quelquefois voir des séances et il avait son idée. On croit toujours que Yannick fait ça parce que c'est son style, c'est sa psychologie. Mais dans les choses importantes, Yannick est excessivement il est très très réfléchi, très observateur et il ne fait pas les choses par hasard. C'est toujours mesurer et avec Yannick, il n'y a pas d'improvisation. Comme il donne ce reflet de cette élégance naturelle et tout, les gens pensent que c'est facile. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Vous vous êtes vu où la toute première fois et vous êtes raconté quoi? Oh, on se connaissait, hein. On se connaissait. Lui comme moi, on avait la jambe dans le plâtre. Ah bon? Blessure de guerre? Et quand Yannick m'a vu rentrer il était dans une salle couverte et quand il m'a vu arriver, il a fait une plaisanterie terrible à Delorme en lui disant, dis bon, t'as quand même une drôle d'équipe. Hein. Une phrase comme ça, ce qui était vrai. Comment vous avez officialisé votre collaboration? Tout simplement. Un rendez-vous, une heure, un programme et on y va. Et c'était parti pour une saison ou quels étaient les termes de cette collaboration? Non, au début, on a fait avec Yannick comme je faisais avec les athlètes, c'était simple. Quand il avait du temps, on faisait des séances. Quand il avait plusieurs semaines, on faisait une préparation. Mais ça ne pouvait pas être exactement comme à la perche où j'avais les gars 2 fois par jour. Yannick avait le tennis, il avait les déplacements. C'est là où j'ai compris les mécanismes, la complexité des mécanismes du tennis professionnel. Donc vous faisiez pas les voyages avec lui? Ah non. Non, j'en aurais été incapable. Vous lui laissiez Moi, je suis pas entraîneur. Déjà, on a fait de moi un préparateur physique. C'est pas un terme que je trouve terrible. Moi, je suis entraîneur d'athlétisme et les gens qui me font confiance ou qui me demandent, je leur fais faire de l'athlétisme. Alors, des fois, c'est de l'athlétisme plus ou moins bien adapté à ce qu'il faut faire, mais c'est de l'athlétisme. D'accord. Donc finalement, vous avez jamais voyagé avec que ce soit Noah, Forger, Mauresmo, Pierce. Après, si. D'accord. Après, si. Oui, okay. Après. On y viendra. Oui. On y viendra. C'était comment du coup de coacher Yannick pendant ces séances d'entraînement? Comment est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il dégageait? Premièrement, alors là, je m'inscris en faux tout ce qui a été dit et écrit. Hein. Ah, bah ça tombe bien parce que comme ça vous allez pouvoir corriger le tout. Ouais, c'est un énorme bosseur. Hein. Il est dans le style. Il est dans le style vigneron Galfione, hein, Quinon. Hein, c'est quand il arrive pour faire une séance, hein,
c'est pas pour faire plaisir à rien du tout, hein. C'est pour faire une séance, voilà. D'accord. Et qui dit séance chez Noah, c'est un engagement physique et psychologique et mental, hein. On fait pas un exercice, hein, pour faire plaisir à l'entraîneur, hein. Noah, c'est ce qui le distingue des autres professionnels, hein. Il a cette chose intérieure qui le pousse. Et fallait le faire progresser sur quoi précisément? Pardon? Vous le faisiez travailler sur quoi pour le faire progresser? Sur quoi précisément? Oh, ben, faire progresser Yannick, c'est pas difficile, hein. C'est un type qui a des qualités hors pair, hein. Il a des qualités de détente, d'adresse, d'IA de 110 mètres à 1m6 à pieds joints, c'est de la rigolade, hein. Des sprints, des répétitions, travail à medicine ball, c'est un type très costaud, hein. Et surtout très déterminé. Ouais. Lors de vos premières séances? Les premières séances, ça a été des séances en sous-bois, en plein air. D'accord. De course. Et sur quel aspect vous vous êtes dit, là, il y a de la marge de manœuvre. Là, je vais pouvoir l'emmener d'un point A à un point B. Ah non, mais moi, j'avais des objectifs non pas plus mauvais. Moi, mon rôle, c'était de l'améliorer physiquement. Il avait de telles qualités que c'était pas difficile. Et puis suivre les consignes de son kiné, qui est de Pierre Delorme, pour réduire, pour éliminer les blessures. Ouais. Ma procédure était la même que pour tous les athlètes. Mais là, particulièrement parce que Yannick avait connu des périodes difficiles de blessures, et je pensais que l'athlétisme, ça pouvait lui apporter. Et puis bon, Agel était là pour me conseiller aussi, hein. Ouais. Et vous lui faisiez un programme spécifique pour ces semaines de voyage? Non, là-dessus, non, là-dessus. Quelquefois, quand il est parti en vacances, Agel a été très étonné une fois, mais non, Yannick, Yannick, quand il a décidé un programme, il le fait, hein. Il a pas besoin de quelqu'un qui lui marque tout ça sur un papier et tout. Et quelle a été la fois où Agel a été particulièrement étonné? Oui, Yannick était parti, il était déjà amoureux des bateaux à cette époque-là, et j'avais conseillé, j'avais pas mal de faire des sprints éventuellement sur la plage ou quand il accostait sur le littoral, mais sur la plage, oui. Et puis monter des escaliers. Et quand il est revenu des 8-10 jours ou 15 jours de congé, de vacances, là, j'ai appris qu'il en avait fait au-delà de toute limite. Donc c'est un type qui avait bien compris ce qu'il fallait faire, quoi. Il n'avait pas besoin de 25 entraîneurs derrière lui pour faire les choses. Quel a été votre plus beau succès à tous les deux, à tous les trois même, Yannick, même tous les quatre avec le kiné? Yannick, Agel, son kiné, j'ai oublié le nom, et vous, de votre équipe de l'époque? La Coupe Davis, pour moi, c'est bien sûr le résultat, hein, puisqu'on se bat toute sa vie pour gagner, hein, c'est ça. Mais ouais, ça a été surtout la découverte de la minutie de sa préparation. Et à quel point, quels étaient justement ces détails si minutieux dont vous parlez sur la préparation? Oui, il avait tout préparé. Les endroits où on devait s'entraîner, les salles, les déplacements, le lieu,
l'organisation de chacun, la confiance à donner, tout était calibré. Et c'est là où je dis, tu l'as signalé du reste, je t'en remercie, que si j'avais été au contact d'un gars comme lui bien avant, j'aurais sûrement gagné plus de médailles et de podiums. En termes de minutie, c'est ça dont vous parlez? Non, j'étais déjà très costaud dans ce domaine, mais la façon d'appréhender la haute compétition, la façon de démystifier la préparation à la préparation à une coupe ou à une victoire ou à un événement. Là, il est imbattable. Il est imbattable. Et vous m'aviez dit un peu plus tôt. Ouais, dites-moi. Beaucoup appris. D'accord. Vous m'aviez dit un petit peu plus tôt, quand on s'est eu au téléphone, il m'a fait confiance, a été le premier à me faire confiance. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand un mec de son calibre de l'époque, justement, vous attribuait cette confiance? Oh, c'était pas dur. Quand je lui demandais un exercice, il était toujours prêt à le faire. Il se demandait pas. C'est le grand champion. C'est le champion fait la différence là-dessus. C'est que il cherche pas à savoir pourquoi on le fait, comment est le poignet, comment est. Il sait que l'entraîneur, quand il a confiance, lui donne tout ce qu'il faut pour lui-même. Donc, il donne confiance là-dessus. C'est pour ça que je dis que c'est un Vigneron, un Quinon, un Galfione, des gens comme ça. Quand il vous a appelé justement pour être entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, à quoi ressemblait la préparation spécifiquement du point de vue physique? Vous leur avez fait faire quoi? Premièrement, il m'a pas appelé. Ouais. Yannick aime le contact direct. Hein. D'accord. Et c'est un de ses traits, ça. Pas toujours facile. Et je veux dire, pas toujours très facile d'avoir un contact direct. Lui, il sait faire. Et ouais. On était il y avait les entraîneurs principaux, Agel, de Bliquer, qui étaient là. Et je terminais une séance à Roland-Garros au CNE avec un groupe. Et il a réuni les quelques entraîneurs, là, Agel de Bliquer, hein. Oui, il y avait Agel de Bliquer, Perrin et Yannick. Et il m'a dit, écoute, on s'est réunis et je t'ai choisi pour t'associer à nous pour la préparation de la Coupe Davis. On se retrouvera à midi le samedi ou le dimanche temps à Montreux. Voilà. Ouais. Sans trop vous laisser le choix finalement. Moi j'ai toujours eu l'habitude des choses simples. Ce qu'il y avait de merveilleux là, on a presque 30 ans d'écart hein, avec Yannick hein, et pas loin avec les autres. Hein. Et bon, il y avait pas de distance ni rien. Il y avait du respect, de la déférence. Mais pour une fois, c'est pas moi qui dirais. Faut pas oublier quand même qu'en 91, j'avais déjà eu de grosses responsabilités en athlétisme, hein, puisque j'avais été entraîneur national, directeur des équipes de France, donc
déjà un certain palmarès. Et là, c'était l'inverse. Là, mais ça ne me paraissait évident que ça soit lui qui dirige et décide. C'est deux termes très, très importants pour moi. Décider, diriger. Et qu'est-ce que vous leur avez fait faire spécifiquement aux joueurs de l'époque? Donc Forger, Lecomte, Delettre, Santoro. Qu'est-ce que vous leur avez fait faire pendant cette semaine de préparation? Butch, tout à fait. Ouais. Oh, très simple. On a fait de la course, on a fait un peu de course, on a fait du rythme, on a fait des haies, on a fait du medicine ball, on a fait du sprint. C'était en pleine nature, c'était sur dans les hauteurs de Montreux, voilà. En Suisse? En Suisse, oui. C'était très très bien, c'était une préparation idéale. Vous auriez une anecdote que vous pouvez partager sur cette semaine de préparation, un souvenir en particulier? Oui, tout a été impeccable. Bon, on aimerait vivre un petit moment avec vous, là. Vous auriez pas un truc qui revient? Non, rien. Ah, bon. D'accord. Dommage. Donc, concernant le oui. Il y a aucun secret. Non, mais j'imagine. Il y a des articles qui ont été faits par la fédération française qui sont excellents, je pourrais te les envoyer. Ah bah avec plaisir. Bon, après c'est toujours sympa quand c'est raconté comme ça de vive voix, mais oui, bon, peut-être que ça reviendra. Oui. Et là, je m'en enverrai un ou deux. Significatifs. Avec plaisir. Et pendant le week-end de match, lorsque l'adrénaline a dû commencer à monter, comment vous l'avez vécu? C'était terrible. J'étais le témoin privilégié d'un événement historique. Ouais. Je savourais ça. Moi qui avais connu les finales mondiales de perche et des finales olympiques, je savourais ça. Je n'étais quand même que l'assistant de ces jeunes gens. Hein. Ça et la préparation à Montreux, ça a été des moments les plus forts de ma carrière, de ces 80 dernières années. Waouh. Et quels sont les images, les sensations de ce week-end mythique dont vous gardez? La forme physique et psychologique dans laquelle étaient les joueurs et les remplaçants. Hein. C'était la même équipe. Hein. C'était la même équipe. Hein. Les trois remplaçants, c'est véritablement. Bon, et puis il y a eu des tas de livres, des articles qui ont été faits sur, je sais pas quoi, la résurrection là. Ouais, de Lecomte. De Lecomte. Et Lecomte, il a exprimé, il a simplement exprimé. C'est pas son talent, on le savait, mais c'est tout ce qu'il a en lui. Et là, il l'a ressorti. Sa vitesse, sa détente, sa fougue, son coup de raquette, son coup d'œil, ce type de génie, c'est un type qui il marchait sur l'eau, quoi. À Montreux, il fallait le freiner tellement il avait soif. Il avait soif de réussite. Wow. Comment est-ce que vous viviez les rencontres par rapport aux compétitions d'athlétisme, les matchs en tant que tels? Il y a des parallèles, mais bon, il y a des parallèles parce qu'une compétition de saut à la perche, c'est entre 6 et 8 heures hein, pour gagner une médaille. Hein. Il faut se battre longtemps. Il y a à la perche pendant pas des heures, mais très longtemps. Il y a entre les sauts une succession de barres manquées, de barres réussies. Ouais, voilà. Le tennis,
c'est plus continu dans l'action, mais les rebondissements sont les mêmes. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez fait la chenille sur Saga Africa à la fin sur le cours? Comment? Est-ce que vous avez fait la chenille sur Saga Africa à la fin sur le cours? Oui, je suis deuxième derrière Yannick. Il m'a pris. J'étais sur le bord du cours, quand même, pour une fois avec une certaine modestie. Hein. Et il m'a pris par les épaules. Il m'a pris par les épaules et il m'a mis derrière lui. Ah, génial. Est-ce que ça a été votre plus grosse fiesta sur le circuit ce soir-là? Ah non, non, non. Ah, il y en a une autre. Ah, sur le circuit de tennis? Oui. Oh non, ça a été une belle fête, hein. Ça a été une belle fête. Mais pas forcément la plus grosse. De ma vie, non. Non, non, non. Toujours sur le circuit de tennis. Ah oui, en tennis, oui. Incomparable. Ah, Incomparable. d'accord. Incomparable. Incomparable, incomparable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer. Ouais. Comment ça s'est enchaîné ensuite pour vous, la suite dans ce milieu tennistique? Oh, très très bien. Le tennis, les gens du tennis ont été formidables. Ont été formidables parce qu'il y avait une ministre des Sports que je connaissais, que j'appréciais beaucoup, qui était Madame Brodin, et qui a transféré mon contrat d'entraîneur d'athlétisme en entraîneur de tennis. Donc ça a été très 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 simple. Alors là je peux pas dire ouais, je vais pas faire de peine aux gens de la fédération d'athlètes. Alors là, ils ont été franchement mécontents. Ils ont été souvent mécontents contre moi, mais là, ils l'ont été particulièrement. À quel niveau? Bah, déjà, premièrement, parce que le DTN perdait un poste, puisque d'un poste d'athlète, d'entraîneur national, il le perdait pour aller au tennis. Et puis, il s'est trouvé que tous les défauts que j'avais, ils les ont ressortis, quoi. D'accord. Ça n'a pas été très glorieux pour eux. Ça n'a pas été... pour le DTN. Hein. Enfin, ça n'a pas été très glorieux pour lui. Et ça n'a pas été un choix trop crève-cœur pour vous de mettre de côté l'athlétisme à ce moment-là? Non, parce que je travaillais très très bien. J'avais surtout la Coupe Davis, hein. Oui. Et ça me laissait du temps pour aller à Colombes, quoi, où j'allais pour être toujours en contact avec les perchistes. Ah oui, vous restiez quand même multicasquette. Ouais, il ne faut pas oublier une chose, j'habitais à côté du stade. C'était votre deuxième maison. Ah oui, j'habitais à côté du stade pendant 50 ans. Et avec quel joueur ou joueuse vous avez enchaîné du coup? Bon, avec toute cette équipe de joueurs de tennis, j'en ai découvert d'autres. Agel m'en a donné d'autres à entraîner, comme Arnaud Butch, que j'ai découvert, Fabrice Santoro, qui était très jeune à l'époque, et des gens comme Gilbert, comme Pioline. Je connaissais Pioline puisque il était déjà venu faire des séances, puis je connaissais la famille Pioline. Ce sont des grands sportifs. Son frère est international de volley, etc., quoi. Ouais. Sa mère était championne olympique. Également, sont de très très grands sportifs. Donc, et puis quelques filles. Les filles m'ont moins bien apprécié que les garçons. Pourquoi? Mais, parce que
parce que je suis pas. J'ai toujours pensé que être entraîneur pour les filles, c'est une profession à part. D'accord. J'étais pas très bon là-dessus, moi. Profession dans laquelle Sam Sumik, qui nous a mis qui nous a mis en contact, excelle parce que lui, pour le coup, n'a entraîné que des filles sur le circuit. Ah oui, oui, mais Sam a cette compétence. Là, ils sont très très voisins avec un garçon avec lequel j'ai fait un long morceau de chemin. C'est Arnaud de Cugis. Ouais. Arnaud de Cugis qui est exactement comme Sam. Mais sur le plan technique, sur le plan de la philosophie, maintenant de la personnalité, c'est différent. Mais c'est des gens qui véritablement excellent dans le domaine féminin parce que ils ont compris ce que je n'ai pas compris, moi, comment on entraîne des jeunes filles, des jeunes femmes. Et vous avez la réponse aujourd'hui? Ah non, bien sûr, non, j'en sais rien. D'accord. Ce que m'a répondu Sam en lui posant la question, il m'a répondu, c'est parce que je sais parler aux femmes. Oui, sûrement. Il n'est pas mon cas. Et du coup, vous avez collaboré avec tous ces joueurs en parallèle. Vous les citiez tout à l'heure, Butch, Pioline, Santoro, mais sans avoir de contrat. Sans avoir de contrat d'exclusivité en les. Ah non, mais moi j'étais payé par la fédération. D'accord. J'ai découvert ce qu'était entraîneur à la fédération. Ça n'a rien à voir avec être entraîneur en athlétisme. Hein. C'est-à-dire, c'était quoi les différences principales? Il n'y en a pas. C'est deux mondes différents. D'accord. Mais ça par contre, je crois qu'il m'a fallu 1 seconde et demie pour le comprendre. Hein. Ah ouais? Oui. Et ça a été positif ou c'était Ah oui, c'était bien sûr. Si ça n'avait pas été positif, je serais pas resté 5-6 ans là, bien sûr. Ouais. Très très positif. Ouais. C'est pas facile tous les jours pour les entraîneurs, mais c'est un paradis. Hein. Travailler pour la fédération de tennis, c'est un paradis. Hein. Ouais. Enfin, pour revenir à Sam, lui, il a cet état d'esprit encore différent en disant qu'il préfère être indépendant, entraîneur indépendant, pour avoir une totale liberté et pas forcément de compte à rendre. Donc c'est encore deux états d'esprit. Moi, j'étais rattaché à la fédération d'athlétisme parce que j'étais prof. Donc, il faut bien avoir un statut social. Hein. Dans les sports amateurs, il n'y a pas de contrat. Mais j'étais j'étais autonome, indépendant et à Colombe au Racing. Hein. Et donc, à quel moment vous avez commencé à voyager réellement sur le circuit? Oh bah là, quand on a avec la Coupe Davis, avec la Fed Cup. D'accord. Un peu avec Julie, avec Arnaud me poussait bien. Donc vous avez un petit peu voyagé avec Arnaud Butch et Julie Allard de Cugis, mais finalement les autres pas du tout. Mauresmo, Pierce, Noah. C'était bien sûr avec eux, oui. Avec Yannick, du reste, Yannick une fois m'a offert sa place en première classe. Ah oui, beau geste. Parce que ce que je n'avais jamais connu. Hein, voilà. Ah oui, très bien. Parce que c'est vrai que ce que j'ai un peu de. Je pense que t'es comme moi, on n'a pas l'habitude de voyager en première classe en avion. Ah, pas tous les jours. Pas tous les jours. Voilà. Mais c'est vrai que j'imaginais les choses différemment parce qu'aujourd'hui le tennis est tellement professionnalisé avec des équipes
hyper formé sur chaque tournoi, c'est-à-dire que le joueur a son kiné, son entraîneur physique et son coach qui voyage avec lui. Voilà, j'imaginais que vous étiez vraiment sur le circuit et que vous arpentiez. J'en aurais pas été capable, hein, moi. Ah oui. J'aurais pas été capable d'être, non. D'être ballotté d'une semaine à l'autre, ça vous aurait pas plu. Ouais. J'ai un handicap énorme, hein. J'ai découvert ça à 60 ans, hein. Il aurait fallu que je découvre ça plus jeune. D'accord. Sûrement que si j'avais découvert ça à 30 ans, j'aurais eu une autre philosophie des choses, hein, voilà. Ouais. En 2-3 mots à chaque fois, quelles étaient les qualités physiques des joueurs et des joueuses que vous avez accompagnés, à savoir celle de Noah par exemple, vraiment s'il y avait une qualité à retenir, physiquement parlant. Vitesse, détente, combativité, et surtout engagement psychologique dans l'effort. Ouais. Ok. Pioline? Pioline a des qualités de vitesse détente importantes. Il est jugé irrégulier, dilettant. Ce n'est pas vrai. C'est un joueur qui, à mon avis, a fait une très très belle carrière. Butch? Butch, c'est un artiste. Hein. Il a d'énormes qualités physiques, de vitesse détente bien adaptée au tennis. Mais c'est véritablement un artiste. Hein. Il est à l'inverse d'un type comme moi qui pense, je dirais en un mot, il est beaucoup plus intelligent que moi face à l'effort. Voilà. Santoro? Santoro, c'est un artiste hein, aussi. Hein. Il est d'une adresse diabolique, hein. D'une résistance peu commune. D'accord. Forget? Ouais. Forget, c'est un coureur de 400-800 qui s'est égaré avec une raquette. Hein. Excellent. Lecomte? Forget, ce qui est merveilleux avec Forget, c'est la courtoisie. C'est un type, mais il est d'une agressivité très grande. Hein. Sur le court. Je l'ai vu dans des séances, j'ai fait des tests avec lui à Colombes, je ne vais pas en donner les temps en tennis, c'est un type, un coureur de 400-800 de classe mondiale. Hein. Ah oui. Ah oui, Forget, il encaisse n'importe quoi en matière d'endurance. Hein. Wow. Lecomte? Lecomte, c'est un grand coureur de 200, mais Lecomte, il a des qualités de vitesse détente et qui sont surprenantes. Je l'ai vu une fois à Biarritz sur le sable faire des exercices que seuls des grands sprinters font. Mauresmo? C'est une athlète, hein. Mauresmo, c'est une très très belle athlète. Ouais. C'est en 2 mots, ses meilleures qualités? C'est détente, hein. Détente. Et puis elle est d'une grande résistance. Hein. Elle est dure au mal, hein, Mauresmo. Marie Pierce? Elle a un gabarit formidable, hein. Elle a un gabarit. Elle croit qu'elle n'a pas de qualité, Marie, mais elle en a beaucoup, hein. Ouais. Elle a du mal à déplacer mais quand elle est lancée, parce qu'elle a des grands segments, un petit peu comme Forget. Et Julie Allard de Cugis? C'est l'athlète par excellence. Hein.
Quand elle a habité Lausanne, plusieurs fois, Arnaud m'a fait venir chez eux et j'avais conseillé de mettre des pointes. Yannick également mettait des pointes. Hein. Très rapidement, c'est une fille qui, sur les haies, n'avait aucun problème de passer des haies de compétition. Hein. Et quant à la longueur, elle avait un punch terrible. Quel était l'exercice qui les faisait tous vomir à l'entraînement? Aucun. Ah ouais. Le sport, c'est un plaisir, on n'est pas là pour dégueuler. Hein. Non, mais bon, ça peut arriver quand on va vraiment, au-delà. Parfois, ça arrive. Oui, bien sûr. Bah, on va dire l'exercice physique le plus redouté à cette époque-là, c'était lequel? Oh, j'ai pas souvenir de choses qu'ils aimaient pas tellement. Ah si, Santoro n'aimait pas qu'on attaque les séances l'hiver à 8h du matin quand il y avait du givre. C'est vrai que c'est raide. Mais il était pas le seul. Mais les autres étaient pas contents non plus. Mais j'étais encore plus dur avec Santoro parce qu'il était le plus jeune. D'accord. Quelle a été votre pire galère sur un tournoi en termes de logistique, de problèmes de voyage ou autre? Une fois avec De Blicker, on s'est trouvé coincé. Ça doit être à Los Angeles. On n'avait plus d'avion pour aller, je ne sais où, de l'autre côté des États-Unis. Là, au lieu de voyager confortablement, avec des horaires confortables, on s'est tapé des vols de nuit, voilà. C'était quoi les tournois sur lesquels vous étiez? C'était un truc dans le désert. Indian Wells? Ah ouais, un nom comme ça. Un paradis pour milliardaires. Ouais, en Californie. Hein? En Californie, ouais. Vous étiez avec quel joueur ou quelle joueuse? Avec plusieurs, j'avais pas d'équipe. Hein. C'était j'étais à la disposition des Français et des entraîneurs, voilà. Et sur le circuit, quel était le tournoi que vous préfériez suivre? Roland Garros. Roland Garros, pour moi, c'est le véritable, c'est l'épreuve de vérité. Roland Garros, c'est le championnat du monde. C'est le championnat du monde de tennis. Le reste, Wimbledon, on joue dans une prairie, hein. Et puis là aux États-Unis, les surfaces dures, là, c'est les annexes des parkings. Merci Jean-Claude pour cette première partie. Viens me dire en commentaire ce que toi tu en as pensé. C'est un plaisir de te lire, vraiment. Et tu peux nous aider à grandir en nous mettant un like sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa sur les deux. Parce que ça permet de mieux référencer notre contenu, donc d'être plus connu et à terme d'avoir des invités qui continuent de te régaler. Ça prend 4 secondes et tu nous files vraiment un grand coup de main. Je le dis aussi chaque semaine, mais c'est toujours aussi vrai. Le bouche à oreille nous aide aussi très fort et c'est en fait la meilleure stratégie pour faire connaître un podcast à l'heure actuelle. Alors ta mission est très simple, puisque si tu m'écoutes encore, c'est que tu fais partie des tout meilleurs, clairement. Alors on va être une team et tu vas te transformer en abonneur compulsif du podcast Tennis Légende. Ce mot n'existe pas, mais peu importe, tu vas réquisitionner tous les téléphones de tes potes en soirée, en dîner, à l'entraînement, aux fins de match par équipe d'hiver ou d'été, et leur montrer comment marche un podcast. Tu vas les abonner et les relancer chaque mardi dorénavant pour leur demander ce qu'ils ont pensé du dernier épisode. Je pense que c'est plutôt simple, non? Mais blague à part, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, et vive les nouveaux qui s'y mettent jour après jour. Par avance, merci. Merci aussi aux tipeurs qui nous soutiennent. Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle tu peux nous soutenir financièrement. Il y a actuellement 27 légendes qui nous ont versé un tip, l'équivalent d'un pourboire. Et t'imagines pas comme ça fait plaisir de se sentir soutenu. Je suis à temps plein sur le podcast, les hors-séries, les masterclass depuis la rentrée, pour te régaler, et ça fait un bien fou de compter sur toi. T'es évidemment un moteur, donc voilà, si t'as envie de mettre ta pierre à l'édifice, tu peux aller dans la description de cet épisode. Il y a un lien en bas de la dite description pour aller vers Tipeee,
et nous soutenir à hauteur de 3 €, admettons, soit environ 6 bananes bio, ou plus si le cœur t'en dit. On a besoin de vous les légendes pour inscrire ce projet dans le temps, donc voilà, n'hésitez plus. Avant de raccrocher le combiné, un rappel pour te dire qu'on a sorti notre 7e masterclass dédiée à la prépa physique. C'est la seconde qu'on enregistre avec Ralph Bogossian qui entraîne entre autres physiquement Benjamin Bonzi, actuel top 100. Ce nouveau cours d'1 heure est dédié à l'endurance, spécifique au tennis pour une plus grande résistance sur le court. Cette masterclass va te permettre de récupérer plus vite entre les points, les jeux, les sets et d'optimiser l'enchaînement entre tes matchs. Ce nouveau programme d'entraînement est complémentaire au premier, enregistré avec Ralph sur l'œil et la vision du jeu, puisqu'une meilleure endurance va te permettre de mieux récupérer donc, pour voir la balle plus tôt et devenir indébordable, comme ce genre de footeux qui couvre le terrain mieux que personne. On a tous joué contre des crocos un peu, qui jouent au foot et qui se déplacent comme jamais. À la différence près que l'entraînement qu'on a mis en place avec Ralph allie endurance et renforcement du haut du corps pour de l'ultra spécifique au tennis. Ça va te donner la chance d'être plus lucide sur tes fins de match et de te remettre plus vite musculairement. Ralph nous montre 28 exercices différents à faire sur ou en dehors du terrain. T'as plus qu'à suivre ce nouveau cours pour exploser tes capacités d'endurance et développer un 3e poumon. T'as le lien juste en dessous en description de l'épisode pour découvrir la présentation de cette masterclass et sa bande-annonce. Ce cours est filmé sur un terrain de tennis dans le club de Ralph. Tu peux le suivre en format vidéo, audio et même écrit puisque j'ai synthétisé pour toi tous les exercices et les points importants sur un fichier à part. Ça me fait plaisir. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux recevoir une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 7e et les 6 autres sont listés donc dans le lien en description, en bas de la page. Tu peux les commander donc directement ou alors en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Merci à Kaz, Xavgen et Turnil pour vos derniers commentaires qui me vont droit au cœur sur Apple Podcast. Turnil nous dit « Quel bonheur d'avoir ces témoignages de joueurs qui ont marqué le tennis français et international. Fantastique. Merci beaucoup et viens toi aussi en faire de même dès maintenant. » Si tu as des idées de partenariat ou autres, tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, ZAMORA, et sur Insta à Max Emia, Max EETMIA, MIA, le tout attaché. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. A très vite avec la 2e partie de Jean-Claude Perrin. D'ici là, merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao.